Ça va dans le compost, ça? Non, c'est juste un petit bout d'oignon. Ce petit bout-là dans le compost, monsieur, il fait un méchant bout pour la planète. Si ça se mange. Ça se composte! Exact. Saviez-vous qu'il existe de nombreux crédits d'impôt auxquels vous pourriez avoir droit? Pour savoir lesquels, c'est simple. Consultez le justepourtous.ca. Tous les crédits d'impôt disponibles sont là. Ainsi que vous soyez parent, aîné ou encore proche aidant, étudiant ou travailleur autonome, vous pourrez facilement identifier les crédits d'impôt qui vous concernent. Assurez-vous d'en bénéficier. Rendez-nous visite au justepourtous.ca. Mesdames et messieurs, bonjour. Ici Vincent Aurel-Anna-Pepin. Bienvenue à votre bulletin de nouvelles TVCL où nous couvrons toute l'actualité du territoire des Laurentides, d'une partie de la Naudière ainsi que d'une partie de l'Outaouais. Et nous commençons cette semaine à Mont-Tremblant où, si votre enfant aime le baseball, la Ville offre un remboursement de 60 $ aux jeunes Tremblantois pour couvrir une partie des frais d'inscription au club de baseball mineur de Sainte-Agathe, puisque ce sport n'est pas offert sur son territoire. Hâtez-vous, les inscriptions pour la saison estivale se terminent le 15 mars. Toutes les informations sur le site web de la Ville de Mont-Tremblant. Fidèle à sa politique culturelle adoptée en 2024, la Ville de Mont-Tremblant annonce son intention de concrétiser plusieurs projets porteurs pour renforcer le dynamisme culturel de la communauté. En partenariat avec le programme Entente de développement culturel du ministère de la Culture et des Communications du Québec, ces initiatives visent à promouvoir l'accès à la culture, la créativité et les spécificités locales grâce à un soutien financier du ministère pour une somme de 27 250 $ pour 3 ans, complétée par une contribution égale de la Ville. 3 projets significatifs verront le jour au cours des prochaines années, visant à enrichir l'expérience culturelle des citoyens et citoyennes de tous âges pour un budget total de 54 500 $. D'abord, une étude stratégique sur le développement culturel sera réalisée en 2025 dans le secteur village, financée à la hauteur de 20 000 $. Cette démarche a comme objectif d'identifier les éléments qui contribuent au dynamisme de ce secteur et de mettre en valeur des attraits touristiques et patrimoniaux, notamment par des événements. D'ailleurs, parmi ces initiatives, un festival de cirque sera organisé dans le secteur village cet été. Plus de détails suivront pour annoncer cet événement qui risque d'être l'un des moments forts de l'été dans le secteur village. En collaboration avec la bibliothèque, des animations littéraires sont prévues dans les parcs en 2026 pour sensibiliser les jeunes à la lecture. Des activités d'animation littéraire et un service de prêt de livres pour les aînés seront également organisés en 2027, visant à briser l'isolement et promouvoir l'accès à la littérature auprès de cette clientèle. Un comité de travail en culture composé d'une dizaine de citoyens et de professionnels engagés accompagnera la Ville dans la mise en place de divers projets. Ce comité travaillera en priorité à développer le plan d'action de la politique culturelle afin de structurer et de pérenniser ces initiatives. Pour en savoir plus sur les initiatives culturelles de la Ville, consultez la politique culturelle sur le site web de la Ville de Mont-Tremblant. La Ville de Mont-Tremblant modernise la diffusion de sa programmation culturelle et de loisirs. Dès le mois de mars, le traditionnel guide culture et loisirs fait peau neuve et sera désormais intégré sous forme de cahier spécial détachable au centre du journal local L'Info du Nord, distribué gratuitement sur le territoire. La programmation culture et loisirs demeurera disponible sur le site web de la Ville où elle peut être facilement consultée et téléchargée. Publié à chaque période d'inscription, soit 4 fois par année, ce nouveau cahier spécial offrira une présentation plus simple et épurée des activités, cours et ateliers offerts par la Ville. Grâce à cette nouvelle formule, l'essentiel de la programmation culture-loisirs sera clairement identifié et plus facile à consulter. Son modèle détachable pratique permettra également d'être conservé et consulté à tout moment. Les descriptions complètes des cours, activités et ateliers demeureront accessibles sur la plateforme d'inscription Sport+.
Avec cette transition, la ville de Mont-Tremblant poursuit d'un même souffle son virage numérique, suivant la tendance de nombreuses municipalités voisines qui modernisent leur communication. Dans les prochains mois, elle souhaite aller encore plus loin en développant des outils interactifs pour informer les citoyens de manière plus dynamique et plus personnalisée. Ces initiatives s'inscrivent dans les objectifs du plan climat visant à réduire l'empreinte écologique liée à l'impression et à optimiser les ressources municipales. De plus, en intégrant le cahier spécial Culture-Loisirs au journal L'Info du Nord, la Ville pose également un geste concret pour soutenir la presse locale et renforcer l'économie régionale. La programmation printanière Culture et Loisirs sera publiée le mercredi 12 mars dans l'Info du Nord de Mont-Tremblant, en kiosque dans les commerces locaux et tous les bâtiments municipaux. Les programmations des saisons suivantes seront publiées les 4 juin, 27 août et 19 novembre. Pour ne rien manquer des prochaines dates d'inscription et des événements à venir, il suffit de s'abonner à l'infolettre de la Ville ou de suivre sa page Facebook. Soucieuse de son empreinte environnementale ainsi que de la qualité de vie de sa population, la Ville de Mont-Tremblant se montre proactive avec l'adoption de 2 plans ambitieux, le plan d'action en foresterie urbaine et le plan directeur de conservation et de gestion des milieux naturels. Ces initiatives s'inscrivent dans une série d'actions visant à répondre aux défis environnementaux actuels et à atteindre les objectifs fixés pour les années à venir dans le cadre du plan stratégique 2024-2028. En entreprenant une démarche pour améliorer le verdissement de son territoire, la Ville souhaite protéger ses espaces verts, lutter contre les îlots de chaleur et s'assurer d'offrir un milieu de vie plus résilient au changement climatique. Le plan d'action en foresterie urbaine a permis de dresser un portrait détaillé du couvert forestier dans les 2 pôles urbains des secteurs centre-ville et village, d'identifier les secteurs déficitaires et de fixer des cibles ambitieuses pour améliorer la forêt urbaine. Un plan d'action a été élaboré pour atteindre ces objectifs et plusieurs actions sont déjà en cours, que ce soit par exemple la prise en considération du couvert forestier dans la refonte du plan d'urbanisme ou le budget adopté pour de nouvelles plantations en 2025. Ce plan répond à une des orientations du plan stratégique 2024-2025 de la Ville, qui est de protéger et améliorer les ressources naturelles, notamment en augmentant l'indice de canopée en milieu urbain grâce à la plantation d'arbres. Le plan d'action en foresterie urbaine fait également partie intégrante du plan climat et du plan d'action en environnement, tous 2 adoptés en 2021. L'élaboration du plan directeur de conservation et de gestion des milieux naturels a permis de réaliser un portrait des milieux naturels, de sonder les parties prenantes pour mieux comprendre les priorités de la population et de cibler les milieux naturels prioritaires pour la conservation. Suivant la même orientation stratégique que le plan d'action en foresterie urbaine, le plan de conservation met de l'avant la protection des milieux naturels à haute valeur écologique et propose d'augmenter le pourcentage de milieux naturels protégés sur le territoire de Mont-Tremblant afin de répondre, entre autres, à la problématique de la perte de la biodiversité. Cet engagement répond également à l'objectif 30 par 30 du gouvernement provincial, soit de protéger 30 % du territoire du Québec d'ici 2030. Un plan d'action a été mis en place pour garantir l'atteinte des objectifs, notamment celui de protéger 40 % du territoire de la Ville d'ici 2030. Plusieurs actions définies dans ce plan sont déjà en cours, par exemple la demande d'ajout d'aires protégées en périphérie du Parc national du Mont-Tremblant, le démarchage auprès des propriétaires de milieux naturels à haute valeur écologique et la sensibilisation auprès de certains intervenants sur les bonnes pratiques arboricoles. Catherine Drouin, mairesse suppléante et membre du Comité consultatif en environnement et développement durable de la Ville de Mont-Tremblant, mentionne que ces 2 plans témoignent de la volonté ferme de la Ville de protéger son environnement et de garantir un développement durable à long terme. Elle ajoute que la forêt urbaine et les milieux naturels sont des trésors de biodiversité à préserver non seulement pour la qualité de vie des citoyens, mais aussi pour les générations futures. Les personnes souhaitant plus d'informations sur ces documents sont invitées à contacter le service de l'environnement et du développement durable en composant le 311 ou encore le 819-425-8614 ou en écrivant à environnement@ville-de-Mont-Tremblant.qc.ca.
Très attendu par la communauté de plein air, le conseil municipal de Mont-Tremblant a adopté le 10 février dernier le plan directeur des sentiers qui marque une étape importante pour l'avenir du réseau de sentiers de Mont-Tremblant. Fruit d'une étude menée en 2024 en collaboration avec des spécialistes et un comité conseil formé de citoyens et d'organismes de plein air, ce plan constitue un outil de référence essentiel pour orienter et structurer le développement du réseau de sentiers. Avec un portrait détaillé de la situation actuelle et les enjeux clairement identifiés, la Ville pourra élaborer un plan d'action adapté en cohérence avec les objectifs du plan stratégique 2024-2028. 6 grandes orientations guident ce plan, miser sur une structure de gestion efficace et collaborative permettant le déploiement d'une vision commune, ainsi que la mise en valeur du réseau, veiller au développement et au maintien du réseau de sentiers dans une perspective d'adaptation au changement climatique, viser l'équilibre entre la capacité de support du milieu et le développement de l'expérience de la clientèle dans une perspective de développement durable, établir un modèle de développement collectif favorisant la croissance de partenariats stratégiques, contribuer à la création d'un sentiment d'appartenance qui suscite la mobilisation citoyenne, positionner le réseau comme une destination de plein air incontournable au Québec comme à l'international. En tenant compte de ces orientations et des recommandations proposées dans le plan directeur des sentiers, plusieurs actions seront mises en œuvre dès les prochains mois. La priorité sera de définir le modèle de gouvernance pour la gestion de son réseau de sentiers qui permettra de réaliser les objectifs ciblés et garantir une coordination efficace entre les différents partenaires. Un plan d'affaires sera ensuite élaboré afin d'évaluer les différents scénarios financiers proposés en vue d'établir une politique de tarification d'accès aux sentiers. Parmi les autres actions prioritaires, la Ville souhaite développer le site de la montagne Grey Rocks tout en veillant à préserver ses milieux naturels. En complément aux travaux déjà apportés pour la saison hivernale en cours, le projet prévoit l'aménagement d'un pavillon d'accueil, des sentiers multifonctionnels, dont certains seraient accessibles aux chiens en laisse, ainsi qu'un belvédère. La valorisation de la rivière du Diable est aussi au cœur des priorités qui se reflètera par l'amélioration des sentiers, par l'amélioration des accès de pêche et la bonification des infrastructures pour optimiser l'expérience de la clientèle. Les orientations du plan directeur des sentiers seront présentées publiquement lors de la soirée d'information semi-annuelle destinée à la clientèle des sentiers. Cette rencontre permettra également de faire le bilan des actions hivernales et de dévoiler celles prévues pour l'été. La date de l'événement, qui se tiendra au printemps, sera annoncée prochainement sur les plateformes numériques de la Ville. Le plan directeur des sentiers est disponible pour consultation en ligne à villedemonttremblant.qc.ca/plan /directeur/sentier. Suite à l'adoption de sa politique d'exposition temporaire d'œuvres d'art, la Ville de Saint-Sauveur lance son premier appel à projet auprès des artistes en art visuel pour exposer leurs œuvres dans les espaces municipaux. Cet appel à projet cible les artistes professionnels, semi-professionnels et non professionnels domiciliés sur le territoire de la MRC des Pays d'en Haut et exerçant leur art sur ce même territoire. Les expositions prévues de septembre à décembre 2025 et de janvier à avril 2026 dans le hall de l'Hôtel de Ville, le chalet Pauline Vanier et la bibliothèque visent à offrir aux artistes locaux une plateforme et à développer une programmation annuelle dédiée à la diffusion des arts visuels. Les projets soumis peuvent appartenir aux disciplines des arts visuels et des arts médiatiques tels que la peinture, la photographie, les techniques mixtes, la sculpture, la gravure, les arts graphiques et les nouveaux médias. Les œuvres 2D et 3D et les installations seront acceptées sous réserve de l'espace disponible et avec un nombre maximum de pièces. Les artistes souhaitant proposer un projet doivent remplir le formulaire de candidature accompagné des documents suivants, soit la démarche artistique, le curriculum vitae de l'artiste ou de chaque artiste du collectif, un document comprenant un maximum de 10 images numériques, des œuvres proposées représentatives du projet soumis avec une courte description pour chaque œuvre comprenant le titre, le médium et le format. Seules les candidatures complètes seront analysées. La date limite pour proposer un projet est le 30 mars. Pour plus d'informations sur les modalités d'exposition et le processus de dépôt de projet, consultez la politique d'exposition temporaire d'œuvres d'art. Pour plus d'informations sur cet appel à projet, appelez au 450-227-0000 au poste 277 ou écrivez à communication@vss.ca. Suite à l'adoption du règlement 601-2025 décrétant les règles sur la régie interne des séances du conseil municipal, les citoyens de Saint-Sauveur qui ne peuvent assister à la séance à l'Hôtel de Ville peuvent maintenant poser leurs questions en amont de la séance via un formulaire. Dans la foulée de la diffusion en direct sur Facebook des séances du conseil municipal, les citoyens peuvent maintenant poser leurs questions avant la séance via le formulaire « Poser une question sur le site web de la Ville de Saint-Sauveur ».
Les personnes souhaitant poser une question par écrit pour la séance ont jusqu'à midi le vendredi précédant la séance pour transmettre leurs questions. Le président de la séance répondra aux questions reçues au cours de la séance lors de la période de questions. La période de questions étant d'une durée maximale de 30 minutes, les questions qui n'auront pas pu être abordées le seront lors de la séance suivante. Les questions posées en direct sur Facebook, quant à elles, seront répondues à même la publication si possible ou abordées lors de la séance suivante. La MRC de Laurentides lance un appel à proposition afin de donner l'opportunité à des partenaires d'affaires de développer une offre de services entourant le tourisme canin sur le site du parc Éco-Laurentide de la MRC des Laurentides, situé dans la municipalité de Mont-Blanc. Dans la municipalité de Mont-Blanc, qui est une terre publique d'exception dont elle assure la gestion. Le tourisme canin est également appelé le tout-tourisme. Ayant à cœur le développement durable de ces terres, la MRC des Laurentides souhaite favoriser un partenariat avec des entrepreneurs dont la proposition vise une complémentarité de l'offre récréotouristique existante sur les territoires de la MRC. Grâce à la contribution du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, grâce au volet 3 du Fonds Région et Ruralité, cet appel à proposition s'inscrit dans une optique de revitalisation du site et d'élargissement de l'offre régionale en matière d'infrastructures canines. Les grands espaces que permet cette infrastructure régionale reconnue s'avèrent l'emplacement idéal pour offrir un service aux touristes qui soient axés sur le tout-tourisme. Les propositions qui impliquent des services à l'année seront favorisées par le comité d'évaluation de la MRC des Laurentides. Dans la volonté d'augmenter le nombre et la durée des séjours, la MRC des Laurentides souhaite bonifier l'offre existante avec l'attraction du tourisme canin. Déjà 2 locataires sont présents sur le site du parc Éco-Laurentides, les entreprises Les Refuges Perchés et Utopia. Le comité d'évaluation, composé des membres du comité signature innovation de la MRC de Laurentides, assisté d'un conseiller en développement économique, évaluera les propositions selon les critères déclinés dans le document d'appel à proposition. La clôture de l'appel à proposition sera le jeudi 17 avril 2025 à 15 h. Consultez le document de référence et téléchargez le formulaire de dépôt d'une proposition sur le site web de la MRC de Laurentides. Pour plus de détails, contactez Audrey Sans Chagrin en écrivant à sanschagrin@mrclaurentide.qc.ca. Revenez-nous après la pause pour un reportage sur l'exposition Fleurs de soie présentée à l'espace culturel de Repentigny jusqu'au 11 mai prochain. Avec cette exposition, l'artiste David Bicari propose des créations contrastées, minimalistes et assumées. Son travail reconnaissable à son coup de crayon caractéristique véhicule toujours un message d'optimisme qu'il transmet à travers des canevas, des sculptures, des murales et des illustrations. Bonjour, M. Bicari, Vincent Pain de la télévision des Laurentides. On est à votre exposition qui s'intitule « Les fleurs de soie ». C'est extraordinaire. Est-ce qu'il y a un lien avec les fleurs du mal de Baudelaire? Non, malheureusement. Nous On peut en faire un parce que c'est des fleurs, effectivement. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu la signification de ces fleurs-là qui sont assumées? Je crois que c'est le terme qui est utilisé pour décrire votre art. Expliquez-nous ça. Ouais, depuis les 5 dernières années, c'est un thème qui revient dans mon travail, les fleurs. Ça se veut être un ode à la résilience. Donc, au début de mon travail, je basais beaucoup ça sur une citation d'Henri Matisse qui disait « Les fleurs sont partout pour qui veut bien les voir ». Donc, c'était l'idée d'être capable de voir la beauté à travers toute la laideur. Fleurs de soie, je revire un peu le miroir vers moi, finalement. Puis, c'est une expo un peu plus introspective. Puis, comment je pourrais dire? J'attaque ou J'aborde, ouais, c'est ça. J'aborde le thème un peu plus personnel, puis à savoir si les fleurs venaient de l'intérieur, finalement, au lieu d'être à l'extérieur. Bien, vous dites que ça n'a pas lien avec Charles Baudelaire, mais en fait, c'est un énorme lien avec Charles Baudelaire, parce que lui, le point des fleurs du mal, c'est qu'il disait qu'il trouvait de la beauté dans la morbidité, c'est un peu exactement ce que vous venez de me dire. Ben, dans le thème, oui, effectivement. C'est ça, exactement. C'est pas directement... Non, c'est ça. Mais il peut avoir un lien, effectivement. Êtes-vous, je vais peut-être vous poser une petite question qui pourrait paraître bizarre, mais êtes-vous un fan de lutte? Parce que je suis allé un petit peu feuilleter vos affaires, puis j'ai vu une photo de la main de Andre the Giant avec une Molson canadienne. Fait que je me disais, est-ce que vous tirez un peu de l'inspiration de ce monde-là? Non, c'était pas de la lutte directement. L'image, je la trouvais forte. Okay. C'est un penchant. J'ai un projet aussi qui s'appelle Bic Assiette, qui est un projet plus foodie que j'aime explorer. Donc, je vais documenter le travail de différents chefs à Montréal et ailleurs au Québec. Puis pour quelle raison est-ce que c'est noir et blanc, puis que vous, ni
Mettez pas plus de couleurs. Ouais, c'est ça. À la base, c'est vraiment parti d'une volonté de grossir les sketchs ou les doodles que je faisais plus jeune, qui ont toujours été en noir et blanc. Puis par la suite, j'ai trouvé une simplicité que j'aimais beaucoup, une façon de dessiner que j'adore. J'ai l'impression que dans le monde dans lequel on vit, on est confronté à énormément d'images avec les réseaux sociaux, les téléphones et tout ça. Puis on a parfois de la difficulté à vivre avec la simplicité ou quelque chose qui respire ou qui est très assumé, comme tu disais tantôt. Donc simple, noir et blanc. Donc pour enlever le plus de complexité possible, entre guillemets, c'est la façon que j'ai trouvé finalement de faire respirer mon travail. Je pense que c'est un petit peu la nature de l'homme de vouloir trouver de la signification dans des choses qui en ont peut-être nécessairement pas. Est-ce que c'est un petit peu là-dessus que vous vous penchez? Vous faites des dessins assumés, je pense complexes. Est-ce que c'est comme un jugement sur le fait qu'il n'y a peut-être pas nécessairement de signification dans ce que je fais? Oui. Il y a une signification derrière, c'est réfléchi. Je pense que c'est plus dans l'interprétation de la simplicité qu'il peut y avoir quelque chose qui clash. Mais je m'en fais un devoir finalement de mettre les gens devant quelque chose de simple. Qui est sans flafla, sans complexité au niveau pas du processus, parce que le processus est complexe, mais au niveau du rendu, finalement. OK. Natif de Repentigny? J'ai passé, je suis arrivé à 8 ans, j'ai été ici jusqu'à 19 ans, donc j'ai passé mon adolescence. Est-ce que j'imagine que c'était sur la bucket list d'exposer à l'espace culturel de Repentigny? C'est effectivement un grand retour aux sources pour moi. Le centre d'art Diane Dufresne est bâti sur l'ancien skatepark du parc Tifo, où je venais skater ado et tout. Ouais. Donc c'est vraiment excusez l'anglicisme, mais un full circle moment. C'est ça. Vous faites beaucoup de skate? J'ai grandi. C'est vraiment là que j'ai commencé à dessiner dans ce monde-là. Au début, je faisais des dessins pour ajouter à mes vidéos. Donc, mon premier médium, c'est vraiment filmer du skate quand j'étais plus jeune. Puis par la suite, j'ai pris mes sketchs, mes dessins et tout, je les ai impliqués dans mes vidéos. En vieillissant, j'ai eu moins de temps d'aller jouer dans les rues, malheureusement. Donc, j'ai gardé le dessin, puis c'est devenu ma carrière. C'est un monde, j'imagine, qui vous a extrêmement influencé, le monde du skate. C'est un monde très, très, très bien défini dans le sens où, c'est être un skater. Les gens savent ce que c'est. Les gens savent de quoi ça a l'air. C'est un lifestyle au-delà d'une activité. Exactement. C'est sûr que moi, c'est quelque chose que je traîne encore à ce jour. Je me tiens au courant de tout ce qui se passe. Je participe encore à des activités. Je skate encore. C'est sûr qu'avec les enfants et tout, c'est plus difficile, mais j'essaie de skater quelques fois par mois. Puis je te dirais que c'est surtout l'accessibilité à l'art à une jeune âge dans le milieu du skate, tous les graphiques sur les skates, les graffitis dans les skateparks, tous les brands de skate essayaient de faire du marketing, entre guillemets, de façon artistique. Donc, tout le côté champ gauche de ce milieu-là teinte encore mon travail à ce jour-là. Y a-t-il une différence entre un tag et un graffiti ou c'est juste un synonyme pour le même terme? Mon lien avec le graffiti, tu sais, moi, comment je pourrais dire, j'ai pas fait mes heures dans la rue, entre guillemets, comme grapher. Donc, tu sais, j'ai skaté beaucoup dans la rue et tout ça, mais fait que je m'approprie pas le monde du graffiti à proprement dit. Donc, comment je pourrais dire, il y a une double connotation dans le sens que j'ai fait du street art et tout ça, mais j'ai jamais fait de graffiti à proprement dit, de façon illégale. Est-ce qu'il y a une différence lorsqu'on approche une œuvre? Y a-t-il une différence entre quelque chose que vous savez va être sur une toile qui peut être conservée ad vitam aeternam ou produire quelque chose sur un mur que vous savez à tout moment peut être effacé par l'administration municipale ou par quelqu'un qui veut nettoyer son building? J'imagine que l'un est plus éphémère que l'autre. Fait qu'est-ce qu'il y a une différence dans l'approche de créer une œuvre sur l'un ou l'autre? Je crois que le message peut être différent, effectivement. L'approche de l'œuvre est différente. La façon que je dessine, ça se ressemble beaucoup, par contre. Je sketche pas énormément. Mes idées, je les formule dans ma tête. C'est une discussion avec la toile que j'ai. Je travaille beaucoup avec du travail de composition, comme on pourrait faire à même un mur. Donc, oui et non. Quelle est parce que vous avez dit précédemment que tout est réfléchi. Et donc, les coulis dans vos œuvres, quelle est leur signification? Parce que j'imagine que c'est pas juste là par hasard. Si vous les laissez, vous laissez la transparence. Oui, exactement. Donc, il y a une recherche de créer des défauts
spontanée, si on peut dire, ou d'assumer le défaut. Mais ils sont pas spontanés. Non? Ils sont pas spontanés. Ben, j'ai dit que c'était réfléchi dans Ok, ce que ok. je voulais dire, mais les coulis puis le dessin, je le laisse parler par lui-même. Ok. Après, c'est ça, dans mon travail, il y a quelque chose de très intuitif et spontané. Uh-huh. Puis, dans le but de représenter justement la résilience, puis il faut mettre en contradiction quelque chose de doux et beau comme la fleur avec un parcours, un background ou un contexte plus salaud, si on peut dire. C'est pour ça que j'utilise des matériaux bruts, comme des briques, du béton, de la broche, mais je viens tout le temps coller le message de la fleur qui est beau et fragile à ces matières-là. C'est une façon, dans mon imaginaire, que j'ai trouvé de représenter la résilience puis le moteur de mon travail. Il y a une personne extrêmement célèbre qui juxtapose le beau et fragile au mal et au dur et à la guerre, c'est Banksy. J'imagine que cet artiste-là nécessairement vous a influencé ou est-ce qu'il vous... Est-ce que ça fait longtemps que je suis son travail, C'est effectivement. J'adore son œil, j'adore son audace. C'est certain que ça fait partie de la trousse d'artistes qui peuvent avoir pavé le street art, puis veut pas, ça fait des années qu'on voit les images, donc ça doit quelque part teinter mon travail, mais même pas directement. M. Bicari, merci énormément. Lors de la séance du 20 février dernier, le Conseil des maires de la MRC des Laurentides a procédé à la nomination de Isabelle Jubinville au poste de directrice des finances. Titulaire d'un baccalauréat en sciences comptables, Mme Jubinville cumule près de 28 ans d'expérience professionnelle, ayant notamment occupé les postes à responsabilité tels que directrice des finances et directrice générale au sein d'importantes organisations privées dans le secteur de la construction. Grâce à ses compétences en gestion financière et en ressources humaines, à son sens de l'organisation et à son leadership, Mme Jubinville saura apporter une contribution précieuse au sein de l'équipe de la MRC des Laurentides. Mme Jubinville relèvera directement dans la direction générale et supervisera l'équipe du service des finances. Parmi ses responsabilités figurent le contrôle interne, l'application des normes comptables, l'engagement financier des services sous sa responsabilité, ainsi que la participation à l'élaboration des prévisions et stratégies budgétaires. Elle collaborera également avec tous les organismes apparentés de la MRC des Laurentides et au suivi des projets et subventions. Transport adapté et collectif, en partenariat avec la MRC des Pays d'en haut et la MRC des Laurentides, vous invite à contribuer à son prochain plan stratégique de développement en répondant à un sondage. Ce court questionnaire vous permettra de partager vos habitudes et besoins de déplacement, ainsi que votre intérêt et vos idées pour la mobilité sur le territoire, ce qui permettra à TACL d'adopter des orientations en adéquation avec les préoccupations citoyennes dans son plan stratégique de développement. Notez que les données fournies seront traitées de manière à préserver l'anonymat des répondants. En répondant au questionnaire, vous courez la chance de gagner 5 carnets de 10 passages pour les services de transport collectif et adapté de TACL ou 2 billets pour un spectacle au Théâtre Le Patriote en avril 2025. Face aux nouveaux tarifs douaniers américains, les entreprises des Laurentides doivent s'adapter à un contexte économique incertain. Pour les soutenir, le Service de développement économique de la MRC des Pays d'en haut, en collaboration avec Laurentides International, Connexion Laurentides et d'autres partenaires, lance un appel à l'action. La Société de développement économique met à la disposition des services gratuits pour aider les entreprises à identifier les meilleures options de financement, d'innovation et de diversification. André Genet, préfet de la MRC des Pays d'en haut, mentionne que ce soutien permet aux entreprises de renforcer leur résilience et de saisir des opportunités stratégiques pour assurer leur croissance. L'adaptation passe par l'optimisation des processus, l'adoption d'outils technologiques et la révision des chaînes d'approvisionnement. M. Genet ajoute que les entreprises doivent non seulement s'adapter, mais aussi repenser leur modèle d'affaires. Les entreprises sont invitées à contacter les conseillers du service de développement économique pour bénéficier de ressources en financement, innovation et exportation. Le service de développement économique de la MRC des Pays d'en haut réitère son engagement à accompagner les entrepreneurs vers une croissance durable et dynamique. Pour plus d'informations ou pour bénéficier d'un accompagnement, visitez le site web pdheconomique.com. Le service de développement économique invite toutes les entreprises du territoire à prendre quelques minutes pour remplir un court sondage qui se trouve sur le site web de la MRC des Pays d'en haut.
Le service de gestion intégrée des ressources naturelles de la MRC d'Antoine Labelle lance un appel de projet dans le cadre du programme d'aménagement durable des forêts 2024-2025, volet intervention ciblée. Cet appel de projet se déroule du 3 mars au 11 avril et vise l'aménagement forestier dans la région des Laurentides. Dans le cadre de l'entente de délégation concernant la gestion du programme d'aménagement durable des forêts du ministère des Ressources naturelles et des forêts 2024-2027 pour la grande région des Laurentides, dont le renouvellement a été annoncé en octobre dernier, la MRC lance cet appel de projet afin d'identifier les projets régionaux à réaliser. Rappelons que l'entente regroupe 4 MRC, dont Antoine Labelle, des Laurentides, des Pays d'en Haut et d'Argenteuil. Ces dernières ont désigné la MRC d'Antoine Labelle à titre de délégataire pour organiser la mise en œuvre du programme d'aménagement durable des forêts pour un 4e mandat de 3 ans. Le programme d'aménagement durable des forêts ciblé a, entre autres, pour objectif la réalisation de projets d'aménagement forestier sur le territoire des Laurentides. Dans le cadre de l'appel de projet pour l'année 2024-2025, les dossiers admissibles sont les projets permettant de documenter les différents enjeux liés aux préoccupations des tables de gestion intégrée des ressources et du territoire afin d'appuyer les décisions et les orientations reliées à la planification forestière, les projets de réalisation de travaux d'aménagement forestier sur les terres publiques intramunicipales, les projets de maintien et d'amélioration du réseau de chemins multi-usages pour les divers utilisateurs des terres, les projets d'accompagnement des initiatives et de soutien à l'organisation d'activités visant à favoriser l'aménagement forestier et la mise en valeur de la ressource forestière. Les promoteurs intéressés à déposer un projet doivent d'abord consulter le guide du promoteur et ensuite soumettre une demande en remplissant le formulaire prévu à cet effet. Les demandes complètes doivent être transmises par courrier électronique à a.guérin@mrc-antoine-labelle.qc.ca avant le 11 avril à midi. Le guide du promoteur et le formulaire de demande sont disponibles sur le site web de la MRC d'Antoine Labelle. L'octroi des aides financières aux projets admissibles sera possible conditionnellement à la recommandation des projets par les comités de priorisation, à l'adoption des projets par le Conseil de la MRC d'Antoine Labelle et l'approbation du ministère des Ressources naturelles et des Forêts. Pour toute question ou information supplémentaire concernant l'appel de projet, les promoteurs sont invités à contacter le service de gestion intégrée des ressources naturelles de la MRC d'Antoine Labelle au 819-623-3485 au poste 601 ou à l'adresse électronique a.guérin@mrc-antoine-labelle.qc.ca. L'autre Laurentide, en collaboration avec l'entreprise Malade de pêche, est fière de lancer officiellement l'ouverture de la précommande des leurres exclusifs représentant les valeurs de persévérance et de résilience au cœur du territoire et de ses habitants. Fabriqués avec soin par l'entreprise, ces leurres incarnent bien plus qu'un simple accessoire de pêche. Ils sont le reflet de l'esprit déterminé des gens de la région, un engagement envers la relève et la transmission des savoirs. L'initiative prend racine dans une collaboration étroite avec l'École de la carrière, dont les élèves participent activement à l'organisation et à la promotion annuelle et à la promotion de l'annuel de pêche de l'Haute-Laurentide. Grâce à cette prévente, les jeunes ont l'opportunité de concrétiser leurs ambitions et de s'investir pleinement dans un projet rassembleur. Tous les profits générés par la vente de ces leurres sont redistribués aux élèves de la 6e année de l'École de la carrière de Mont-Laurier. Pour plus d'informations, visitez le groupe Facebook annuel de pêche Haute-Laurentide. Suivant le conseil de la MRC d'Antoine Labelle, de janvier dernier, le service d'aménagement du territoire a déposé le plan régional des milieux humides et hydriques auprès du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs pour son approbation finale. La loi concernant la conservation des milieux humides et hydriques, adoptée en 2017, délègue au MRC la responsabilité d'élaborer et de mettre en œuvre un plan régional des milieux humides et hydriques à l'échelle de leur territoire. L'objectif de ce plan régional est d'amorcer une réflexion en amont du développement territorial afin d'orienter les décisions en matière de conservation et d'utilisation durable des milieux humides et hydriques. Le plan régional des milieux humides et hydriques comprend principalement 4 grandes sections, soit le portrait et le diagnostic du territoire, les engagements de conservation et la stratégie de mise en œuvre, incluant le plan d'action. On y retrouve également les informations entourant la démarche consultative, dont les préoccupations. À partir des constats tirés du portrait et du diagnostic, des orientations de conservation ont été définies, soit conserver et mettre en valeur les milieux humides et hydriques de forte valeur écologique, encadrer et concilier les usages
Encadrer et concilier les usages à l'intérieur des milieux visés par l'utilisation durable en minimisant les impacts à la biodiversité. Identifier et restaurer les milieux humides et hydriques les plus profitables aux communautés. Assurer une gouvernance cohérente de la conservation des milieux humides et hydriques dans l'aménagement du territoire. Améliorer la résilience des communautés face aux changements climatiques. Le plan régional des milieux humides et hydriques représente, notamment pour la MRC d'Antoine Labelle et ses municipalités, l'identification de 37 actions visant la préservation et la mise en valeur des milieux humides, la conservation de près de 8 700 hectares de milieux humides, la conservation de 50 km et la restauration de 25 km de cours d'eau, la préservation des atouts écologiques des lacs du territoire, alors que le projet de plan régional des milieux humides et hydriques a été déposé une première fois en juin 2022. La MRC a ensuite effectué les modifications requises afin que le conseil de la MRC d'Antoine Labelle procède à l'adoption de la version révisée. Une fois que l'adoption finale sera confirmée par le gouvernement du Québec, les prochaines étapes consisteront à diffuser ce nouvel outil de connaissance ainsi qu'à déployer le plan d'action. Le plan est disponible pour consultation au mrca.el.ca/no-du-territoire/PRMAH. Pour toute question ou information supplémentaire, contactez la chargée de projet à l'environnement de la MRC par courriel à aménagement@mrc-antoine-labelle.qc.ca ou par téléphone au 819-623-3485 au poste 215. La MRC d'Antoine Labelle lance son 8e appel de dossier dans le cadre de la politique de soutien aux organismes culturels visant à aider financièrement les organismes culturels pratiquant leurs activités sur son territoire. Les organismes admissibles ont jusqu'au 3 avril 2025 pour déposer un projet. Pour cet appel de dossier, le conseil de la MRC octroie une enveloppe budgétaire de 20 000 dans le but de soutenir les organismes culturels de la région dans leurs activités. Par cet appui, le conseil salue l'initiative de ces organismes et reconnaît l'importance des retombées de leurs projets sur la vitalité du territoire. Ainsi, les organismes culturels souhaitant déposer un projet avant le 3 avril prochain peuvent consulter les informations concernant l'appel de dossier et la politique disponibles sur le site web de la MRC. Le formulaire de présentation d'activité est également disponible sur cette page web, adoptée en 2017 et mise à jour en 2023 afin de répondre aux axes, orientations et objectifs de la nouvelle politique culturelle et patrimoniale de la MRC d'Antoine Labelle. La politique de soutien aux organismes culturels a pour mandat de soutenir et de valoriser le milieu culturel local. Elle a également pour but de répondre équitablement aux demandes d'aide financière des organismes culturels. Le fonds dédié à la politique de soutien aux organismes culturels a pour objectif la réalisation d'activités culturelles et la reconnaissance des organismes culturels sur le territoire, la contribution au soutien des activités destinées à la communauté d'Antoine Labelle, le maintien des services culturels de qualité offerts aux citoyens, ainsi que la recherche des sources de financement privées ou publiques supplémentaires en culture. Pour plus d'informations et pour un soutien dans le dépôt de leurs demandes, les organismes culturels sont invités à communiquer avec l'agente de développement culturel du territoire de la MRC d'Antoine Labelle, Dominique Gagné-Sopper, par téléphone au 819-623-3485 au poste 112 ou par courriel à l'adresse culture@mrc-antoine-labelle.qc.ca. La Ville de Mont-Laurier est très fière d'annoncer aux citoyens et aux commerçants que le projet de la 3e phase de la revitalisation du centre-ville de la rue du Pont est désormais confirmé. Le conseil municipal a adopté en séance une résolution concernant le dépôt de l'avis de motion du règlement d'emprunt lié à ce projet, officialisant ainsi le début du processus pour la réalisation des travaux du centre-ville à l'été 2025. La prochaine étape de ce processus sera le lancement de l'appel d'offres aux entrepreneurs. De plus, une invitation sera lancée au cours des prochains jours aux commerçants touchés par la zone des travaux afin de participer à une rencontre d'information. Lors de cette rencontre, le projet et la nature spécifique des travaux seront présentés. Des incitatifs en collaboration avec la Chambre de commerce de Mont-Laurier seront également discutés afin de sensibiliser les citoyens à l'achat local. Le conseil municipal reconduira également le programme Réno Façade en prévision de la continuité de la revitalisation du centre-ville. Tous les propriétaires d'immeubles et les locataires situés dans la zone des travaux pourront bénéficier d'une aide maximale de 10 000 $ pour la rénovation de la façade de leur immeuble ou d'une aide maximale de 2 000 $ pour la revitalisation de leur enseigne selon les critères d'admissibilité. Rappelons que la réalisation de cet important projet socio-économique est l'une des actions spécifiques du plan stratégique 2019-2025 dans le volet développement du territoire et mode de vie à la ville de Mont-Laurier. Revenez-nous après la pause pour un reportage sur l'exposition « Les couleurs vives dans l'ombre » présentée à l'espace culturel de Repentigny jusqu'au 11 mai prochain.
Avec cette exposition, l'artiste Pauline Loctin propose un projet introspectif mettant en valeur différentes techniques de pliage à travers une étude approfondie de la couleur ainsi que celle des papiers, de leur texture et de leur potentialité. Madame Pauline Loctin, Vincent Pepin de la Télévision de Laurentide, ça va bien? Oui, bonjour. Je suis très excité de venir voir cette exposition parce qu'elle me parle beaucoup. Une œuvre en particulier, puis je vais commencer directement avec une belle question. Tous les masques ne peuvent pas être portés pour toujours. Oui. C'est un gros jugement et c'est une belle réflexion par rapport au monde d'aujourd'hui où tout le monde veut porter un masque tout le temps parce que c'est un monde basé sur les apparences. J'imagine qu'il y a beaucoup de ça qui va dans cette exposition. Oui, et aussi parce que cette œuvre-là, je pense que j'ai eu l'impression d'en porter un pendant longtemps ou de ne pas comprendre qui j'étais complètement. Et en fait, quand l'œuvre vraiment, justement ce titre-là, pour moi, il m'évoque qu'un jour, quelque chose va toujours revenir dans la vérité, et notre vérité à nous aussi. Donc pour moi, cette œuvre-là, ça représente ça en fait. Est-ce que c'est lors de votre formation en violon que vous sembliez ne pas savoir exactement qui vous étiez? Non, ou en est-ce que fait, plus par rapport à l'histoire de ma famille en fait, qui n'a pas été racontée. Et du coup, je pense que c'est quand même quelque chose que je me doutais peut-être un petit peu, mais dont on ne parlait pas chez moi. Donc il y a eu vraiment un non-dit pendant longtemps. C'est pour ça que la première salle, elle est toute en noir. On est vraiment dans le silence. Et aussi ce masque-là, en fait, que je voulais représenter ça dans ce masque-là. C'est parce qu'à un moment donné, moi, j'ai commencé à me poser des questions et à vouloir vraiment connaître plus mon histoire. C'est ça, donc cette décision d'aller à la rencontre de votre histoire, c'est une décision qui s'est prise rapidement ou ça a été un processus d'éveil graduel? Long processus, très long processus de choses que je me suis rendu compte très tard. En fait, moi, je vais bientôt avoir 40 ans et tu vois, les questions, j'ai commencé à me les poser, j'avais 30 ans. Alors, c'est peut-être un 10 ans en ce moment-là de processus, de bien comprendre mon histoire. On me mentionne que vous venez tout juste de revenir d'Algérie, c'est bien ça? Oui, c'est ça, oui. Donc ma famille est née, ma mère est née en Algérie. Donc c'était une histoire que je connaissais pas beaucoup, on m'en parlait un petit peu, mais c'était vraiment juste quelques bribes, on va dire. Et en fait, c'est à partir de mes 30 ans que je me suis dit, OK, là, il y a quelque chose ici qu'il faut aller un petit peu, on va dire, déterrer, une histoire qu'il faut aller déterrer. Et c'est là que j'ai commencé à poser des questions, etc. Cette exposition-là, pour moi, elle représente vraiment ça, genre une partie de mon histoire qu'on m'a pas dite. Et ensuite, quand je suis allée en Algérie, j'ai compris beaucoup de choses. Ça, je trouve ça très, très, très intéressant parce que faire de l'art, si on veut, c'est une façon de se mettre à nu. C'est vous le plus raw, le plus direct dans votre œuvre. Puis pour faire quelque chose comme ça, il faut mettre de côté sa peur du jugement et sa peur de comment les gens nous perçoivent. Est-ce que ça a été un gros défi ou est-ce que vous étiez déjà habitué à faire ça? Non, pas du tout. Non, c'est ma première exposition où je parle vraiment déjà d'un sujet personnel qui est l'histoire de ma famille. Et c'est quelque chose aussi que j'ai mis longtemps en fait à me dire est-ce que j'aurais le courage en fait d'en parler et de le mettre aussi à nu, enfin vraiment visible à tous. Comme là dans l'exposition, il y a aussi des photos de ma famille quand même. Donc c'est comme des archives personnelles, etc. Et je pense que ça a été un long processus aussi de comprendre et ensuite juste de dire ok non en fait cette histoire j'ai envie de la raconter pour plein de raisons différentes en fait, mais juste de dire voilà ce qui s'est passé, voilà c'est quoi mon vécu à moi. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent aussi se retrouver là-dedans. On parle d'histoire d'immigration aussi, donc tu sais il y a beaucoup de choses que je pense, il y a des gens, peu importe sur la planète, vont sûrement se reconnaître aussi un petit peu là-dedans. Des fois on a des familles, ils n'ont pas voulu parler, donc des fois c'est à nous d'aller chercher en fait l'information. Pas toujours, c'est pas toujours facile parce que des fois ils veulent pas parler, puis des fois ça prend beaucoup de conversations avec eux. Moi ça a pris 10 ans de conversation avec eux avant d'en avoir plus, et moi ça m'a pris 10 ans de vouloir, quand j'ai voulu aller en Algérie, ça m'a pris 10 ans de prendre mon courage moi et d'y retourner. Vous avez donc une histoire de famille, puis un historique très 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 complexe. Lorsqu'est venu le temps de sélectionner un média pour cette exposition-ci, avez-vous gravité vers le média complexe également? Je dis complexe dans le sens où les œuvres que vous créez sont difficiles, c'est long, c'est du papier plié, c'est des couleurs, c'est extrêmement
taxant comme processus, j'imagine. Donc, avez-vous gravité vers ce processus complexe pour raconter une histoire tout aussi complexe, ou est-ce que vous n'avez pas réfléchi à ça? Puis... Non, je pense que j'ai pas réfléchi à ça. Après, l'art du papier, ouais, ça, j'ai commencé il y a 10 ans à Ouais. commencer à plier. Avant, je pliais pas, j'étais même pas en art visuel, vu que je suis musicienne et violoniste à de la base. formation pendant Ouais. 20 ans, oui, je vais poser quelques Non. questions par la suite Ouais, là-dessus. et en fait, c'est arrivé un peu, j'ai plus envie de dire par hasard, mais je pense que ça a été mis sur mon chemin. Et suite à ça, j'ai commencé à m'exprimer, genre vraiment avec le papier et l'art de la sculpture en papier. Et tout a découlé après, dans les 10 dernières années, tout a découlé en même temps. Quand je suis allée en Algérie, j'ai compris certains trucs. Les motifs de répétition, comme je fais Oui. en origami par exemple, sont basés sur de la géométrie sacrée. Et c'est drôle que quand je suis allée en Algérie, je me suis rendu compte que là-bas, tout est géométrique. Ok. C'est-à-dire que tous les carrelages, je suis rentrée Oui, dans des oui, mosquées, oui. tout est relié à ça. Donc, des fois, on se dit peut-être qu'on l'avait dans notre ADN ou, tu sais, nos ancêtres nous envoient des choses, en fait. Et je me suis rendu compte que j'étais attirée par ça, mais je sais même pas parce qu'avant, j'étais pas attirée par ça. Donc, je trouve ça juste drôle que mon art se soit recentré là-dessus. Donc, quand je suis allée en Algérie, c'est vrai que ça m'a frappé. La géométrie, là-bas, il y en a partout. Et je me suis dit peut-être que c'était endormi dans mon cerveau quelque part et d'un coup, tu sais, ça s'est réveillé. On dit souvent que ce qui est plus parlant que le son, c'est le silence, que la musique. Parfois, le silence, c'est si on veut, c'est le son qui parle le plus. Vous avez passé 20 ans comme violoniste, donc beaucoup de sons, des concertos, j'imagine, des bruits, des concertos compliqués. Puis là, vous arrivez dans un média visuel où il n'y a pas de son pour accompagner. Où est-ce qu'il peut y avoir du son pour accompagner vos œuvres? La plupart du temps, non, je crois, mais vous pouvez le faire. Là, c'est la première fois que je fais une bande sonore pour mon art. Par contre, ça moi c'est de l'extérieur qu'on me le dit, parce que des fois on se rend pas compte nous-mêmes de ce qu'on fait. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit ça se voit que tu es musicienne dans le fait que la rythmique qu'il peut y avoir dans les plis, en fait. Donc il y a quand même une rythmique qui se crée à l'intérieur, genre des plis que je fais. Madame Loctin, fascinant. Oui. Merci beaucoup, c'est bien apprécié. Merci à vous. La Ville de Mont-Laurier est fière de poursuivre son engagement envers les artistes en lançant un nouvel appel de dossier pour l'acquisition d'œuvres d'art. Cette année, la Ville a le plaisir d'innover en collaborant avec Galéa, une plateforme dédiée à la diffusion et à la vente d'art, tout en maintenant une démarche via son site Web pour l'appel de dossier. Cette double approche permettra d'élargir la portée de la démarche et de découvrir encore plus de talents. Parmi les nouveautés cette année, les artistes pourront soumettre une œuvre dans le processus pour l'un des 2 emplacements ciblés par la Ville, tout en expliquant en quoi leur œuvre correspond avec celui-ci. La période de dépôt des projets sera jusqu'au 24 mars 2025. La sélection finale sera effectuée par un comité d'acquisition chargé d'évaluer chaque dossier et d'offrir une rétroaction à ceux qui le désirent. La Ville de Mont-Laurier vous tiendra informé de la décision du comité dans les semaines suivant la fin de l'appel de dossier. Depuis l'adoption de sa politique d'acquisition d'œuvres d'art en 2014, la Ville de Mont-Laurier a enrichi sa collection municipale en mettant en valeur le talent des artistes locaux. Actuellement, la collection est composée de plus d'une 40aine d'œuvres de différents styles et disciplines qui sont soigneusement conservées et exposées dans les diverses infrastructures de la Ville, offrant ainsi une vitrine permanente à la créativité locale. Le 20 mars prochain, à la Place des Citoyens, à 18h30, la Ville de Sainte-Adèle convie la population à une soirée d'information au sujet des travaux majeurs qui auront lieu sur la rue Morin pendant l'été 2025, entre les rues Beauchamp et de Montreux, et entre le chemin du Chanteclair et la rue Valiquette. Ce nouveau chantier, qui constitue la phase 3 du projet des pentes 40-80, est la continuité des travaux réalisés dans le secteur depuis 2023. Ce projet d'envergure, de loin le plus grand projet d'infrastructure réalisé par la Ville à ce jour, constitue à mettre en place un réseau souterrain qui permettra la séparation des eaux pluviales et des égouts sanitaires. L'objectif de ce projet majeur est d'arrêter d'acheminer l'eau de pluie vers l'égout sanitaire afin de réduire le traitement des eaux effectué à l'usine d'épuration. Il est ici question d'une diminution de 500 000 mètres cubes par année à l'usine, soit 20 % des eaux traitées actuellement. Ce projet est très important pour Sainte-Adèle puisqu'il comporte des bénéfices environnementaux majeurs, il aura des impacts significatifs sur le développement de la ville et il offre l'opportunité de mettre à niveau les infrastructures de surface et la ville bénéficie d'une aide gouvernementale importante. La Ville de Sainte-Adèle souhaite actualiser sa politique municipalité amie des aînés et familiale qui avait précédemment été mise à jour en 2020.
À cet effet, les citoyens sont invités à participer à une consultation en ligne et ou à prendre part à une consultation publique qui sera l'occasion de discuter des enjeux, des priorités et des besoins et des préoccupations des familles et des aînés à des lois. Les informations recueillies dans le cadre de ces consultations permettra d'élaborer une politique municipalité amie des aînés et familles qui bénéficiera à l'ensemble de la collectivité. Notez que la consultation en ligne et la consultation publique en personne sont des démarches complémentaires. La Ville vous invite donc à répondre aux questionnaires en ligne et à participer à une rencontre en personne. La consultation en ligne se trouve sur le site web de la Ville de Sainte-Adèle. Il y aura également une consultation en personne pour permettre à chaque clientèle de s'exprimer et pour recueillir un maximum d'informations en lien avec leurs attentes et leurs préoccupations. 2 dates sont proposées pour les rencontres. Il est essentiel de s'inscrire au préalable afin de permettre à la Ville de préparer les rencontres adéquatement. Pour les familles, le mardi 18 mars 2025 de 18h30 à 20h30 à la place des citoyens. Pour les aînés, le jeudi 20 mars 2025 de 9h à midi au centre communautaire Jean-Baptiste Rolland. Le 18 mars, une halte garderie sera offerte aux parents afin de favoriser la participation des familles à la consultation. Ainsi, les parents qui le souhaitent pourront laisser leurs enfants de 3 ans et plus à la salle parc au rez-de-chaussée de la place des citoyens sous la supervision d'une éducatrice spécialisée. Les parents doivent faire la demande pour ce service lors de leur inscription en ligne. Pour les 2 consultations en personne, la Ville offre un service de transport aux personnes étant dans l'impossibilité de se déplacer afin de leur permettre de participer à la consultation. Les personnes ayant besoin d'un transport doivent faire la démarche pour ce service lors de leur inscription en ligne. Dans le cadre d'une vaste démarche visant à suivre l'évolution du phénomène de l'itinérance au Québec, le Centre intégré de santé et des services sociaux des Laurentides invite les citoyens et les citoyennes à s'inscrire comme bénévoles pour le dénombrement qui aura lieu au printemps. Ce dénombrement permettra d'estimer le nombre de personnes en situation d'itinérance visible pendant la nuit du 15 au 16 avril 2025. La participation des bénévoles est essentielle pour la réussite de cette opération. Elle contribuera à améliorer la compréhension de la réalité des personnes en situation d'itinérance. Plusieurs tâches sont disponibles, notamment la distribution des questionnaires dans des lieux extérieurs, la distribution de questionnaires dans des services d'hébergement d'urgence ou d'autres ressources, la gestion d'équipe, le soutien au centre de déploiement. Une formation obligatoire sera offerte avant l'activité pour l'ensemble des bénévoles. Les personnes intéressées à devenir bénévoles dans la région des Laurentides sont invitées à s'inscrire en remplissant le formulaire disponible en ligne à la section itinérance du site web du CI3S des Laurentides. Aucune expérience en intervention auprès des personnes en situation d'itinérance n'est requise. Le dénombrement est la source de données incontournables permettant de rendre compte de la situation à l'échelle de la province. Les données issues du dénombrement contribuent aux efforts de planification des services et de prévention de l'itinérance. Cette démarche permettra de comparer les données recueillies à celles obtenues en 2018, 2022 et à certaines données obtenues lors de l'exercice d'énumération de 2024. Au total, 16 collectivités au Québec ont été désignées pour ce dénombrement en 2025, dont les Laurentides. Depuis quelques mois, les services offerts au CLSC de la Belle étaient temporairement relocalisés au point de service de Mont-Tremblant. Le Centre intégré de santé et des services sociaux de Laurentides est ravi d'annoncer que les équipes se sont mobilisées pour maintenir des services de proximité. Pardon. Ainsi, depuis le lundi 17 février dernier, les services de santé sont offerts au 29 rue du Couvent à l'entrée de la chapelle à la Belle. Ce local temporaire généreusement prêté par la municipalité permettra de continuer à offrir des soins et des services aux citoyens. Dans ce nouveau local seront offerts les soins courants tels que les prises de sang, les changements de pansement, les retraits d'agrafes. Toutefois, afin de garantir un service personnalisé et efficace, les plages horaires seront disponibles sur rendez-vous uniquement. Pour ce faire, la population est invitée à prendre rendez-vous sur Clic Santé ou en appelant au 1-866-495-5833. Toute personne qui se voit dans l'incapacité de se déplacer est invitée à téléphoner à la réception du CLSC de la Belle au 819-686-2117. L'appel sera dirigé vers un intervenant qui le guidera et évaluera les options de transport qui peuvent s'appliquer à la situation. La municipalité du village de Val-David est fière d'annoncer l'obtention d'une aide financière de 20 000 $ dans le cadre du programme d'aide au projet Stratégie Jeunesse en milieu municipal du ministère de la Culture et des Communications. Ce financement permettra de lancer un projet de consultation jeunesse visant à cerner les besoins des jeunes et à élaborer un plan d'action afin de mieux répondre aux attentes des jeunes de 12 à 20 ans vivant dans la communauté. Le projet, piloté par le Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire de la municipalité, vise à mieux comprendre les besoins et attentes des jeunes de Val-David.
Actuellement, un faible taux de participation aux activités proposées par la municipalité souligne l'importance de repenser l'offre de services pour ce groupe d'âge. Le projet inclut la création d'un comité jeunesse, une consultation auprès des jeunes de 16 à 20 ans et la rédaction d'un plan d'action jeunesse qui servira de guide pour l'avenir. Le but est de construire avec les jeunes une programmation, des services et des infrastructures adaptées à leurs besoins afin d'enrichir leur expérience et leur engagement communautaire. La consultation jeunesse sera réalisée en collaboration avec divers partenaires communautaires et scolaires de Val-David, dont Espace Ludico, Maison Phoenix et la Bibliothèque de Val-David. Le projet vise à recueillir les témoignages des jeunes ainsi que leurs suggestions et besoins en matière de loisirs, de culture et d'engagement communautaire. Un accompagnement avec un mandataire externe sera mis en place pour garantir la qualité et la pertinence des consultations avec des outils adaptés aux jeunes pour atteindre les objectifs souhaités. Le projet débutera en mars 2025 avec l'appel de candidature pour la formation du comité jeunesse et la mobilisation des parties prenantes. Des sondages seront réalisés sur le territoire au cours des mois printaniers et estivaux. La consultation jeunesse aura lieu à l'automne 2025 grâce à l'ensemble des données obtenues et en collaboration avec le comité de consultation. Un plan d'action jeunesse sera déposé d'ici la fin de l'année 2025. Ce plan intégrera les orientations et objectifs définis en concertation avec les jeunes. La consultation jeunesse s'inscrit également dans les objectifs du plan stratégique municipal 2023-2025 ainsi que dans le cadre de la politique québécoise de la jeunesse 2030. Ce projet s'ajoute aux initiatives déjà en place à Val-David, telles que la piste vélo Pump Track, la butte à vélo, le skatepark et le programme À Go on lit de la bibliothèque. De plus, il vient renforcer les actions recommandées par la politique familiale et aînée de la municipalité pour intégrer davantage les adolescents dans la vie communautaire. La municipalité invite tous les jeunes de 12 à 20 ans résidant à Val-David ainsi que ceux qui fréquentent la communauté à participer activement à cette démarche. Ensemble, ils auront la possibilité de façonner un avenir qui leur ressemble à travers des services et des activités qui favorisent leur bien-être et leur implication dans la vie de la collectivité. Pour plus d'informations ou pour participer à la consultation, les jeunes peuvent consulter le site Internet de la municipalité à l'adresse valdavid.com ou se rendre à la bibliothèque de Val-David. La municipalité de Val-David est heureuse d'annoncer le lancement de 2 appels de dossiers destinés aux artisans et artistes professionnels de la région dans le cadre d'événements culturels majeurs qui dynamiseront le cœur du village durant la saison estivale 2025. La municipalité invite l'ensemble des artistes et artisans de la région à poser leur candidature pour réserver un espace dans la charmante allée des créateurs. Cet espace, qui prendra vie tous les week-ends du 7 juin au 13 octobre 2025, est situé à l'extérieur, à côté du centre d'exposition et à proximité du marché public. Ce lieu unique permettra aux créateurs d'exposer et de vendre leurs œuvres faites à la main, offrant ainsi une vitrine de choix pour faire découvrir leur passion, leur savoir-faire et leur créativité. Dans le cadre de la virée des créateurs, la municipalité lance également un appel à ces artistes et artisans dont l'atelier professionnel est établi sur son territoire. Ce circuit permet aux visiteurs de rencontrer les créateurs, de découvrir leurs pratiques et de visiter leur lieu de création. Ouvert au public le 25, 26, 27 juillet, ainsi que le 1, 2 et 3 août 2025, cet événement est une occasion unique pour les créateurs d'accueillir les visiteurs directement dans leur atelier. Ils pourront ainsi présenter leur démarche artistique, exposer leurs œuvres et proposer leur création à la vente, offrant aux amateurs d'art une immersion authentique dans leur métier. Tous les détails pour les appels de candidature se trouvent sur le site web de la municipalité de Val-David. Suite à une analyse approfondie des options envisageables, le conseil municipal de Val-David a décidé à l'unanimité de ne pas porter en appel la décision de la Cour supérieure du Québec rendue en février dernier, laquelle confirme l'obligation d'exproprier l'ensemble du domaine de la Sapinière. Conscient des préoccupations que cette situation suscite, le conseil municipal a pour objectif de minimiser les répercussions financières et sociales de cette décision. Dans les mois à venir, la municipalité entamera un processus d'évaluation des terrains et des bâtiments du domaine. Ce processus permettra de déterminer la juste valeur des propriétés et d'établir un montant d'indemnisation équitable. Il est important de préciser que les montants avancés publiquement jusqu'à présent sont purement spéculatifs puisqu'aucune évaluation officielle n'a encore été réalisée. Afin de limiter l'impact financier de cette situation, la municipalité explore toutes les aides financières possibles et pourrait également envisager la revente des terrains. Il est trop tôt pour déterminer l'avenir du domaine de la Sapinière. Si le site devait être transformé, la municipalité s'assurera que le projet reflète les attentes de la communauté en consultant les citoyens au moment opportun. La municipalité réitère son engagement à informer régulièrement les citoyens tout au long de ce processus. Une mise à jour sur l'évolution du dossier sera communiquée d'ici la fin du mois de mars ou plus tôt en cas de nouveaux développements.
Pour toute information sur ce dossier, consultez la page dédiée sur le site valdavid.com sous l'onglet Projet majeur / construction de la nouvelle école. Voilà, c'était tout cette semaine pour votre bulletin de nouvelles TVCL. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute. À la semaine prochaine. Ça va dans le compost, ça? Non, c'est juste un petit bout d'oignon, là. Ce petit bout-là dans le compost, monsieur, il fait un méchant bout pour la planète. Si ça se mange. Ça se composte! Exact. Saviez-vous qu'il existe de nombreux crédits d'impôt auxquels vous pourriez avoir droit? Pour savoir lesquels, c'est simple. Consultez le justepourtous.ca. Tous les crédits d'impôt disponibles sont là. Ainsi que vous soyez parent, aîné ou encore proche aidant, étudiant ou travailleur autonome, vous pourrez facilement identifier les crédits d'impôt qui vous concernent. Assurez-vous d'en bénéficier. Rendez-nous visite au justepourtous.ca.